Salut à tous, nous sommes à Tours, chez Amplitude Automobile, pour la première de 100 concessions auto. Essais, portraits, actu, débat. Vous saurez bientôt tout de ceux qui font le quotidien de l'automobile dans vos régions. Cap sur la Touraine, à la rencontre de Bruno Gélin et toute l'équipe de BMW Amplitude. Nous irons d'abord cuisiner en 2000 de TI, s'il vous plaît, un acteur incontournable de la région, passionné de la marque Alevis. On vous emmène ensuite à Mons, en mini cette fois, à la découverte d'un savoir-faire local, sans oublier l'essai du nouveau Z4 en version M40i, l'actualité de ces dernières semaines commentée par nos invités en plateau, enfin une M à transmission X-Drive, évidence ou sacrilège, nos spécialistes en débattront sans concession. Bonjour Bruno. Bonjour Pierre, bienvenue. Merci de nous accueillir chez vous à Tours pour la première de 100 concessions auto. Vous êtes le directeur général d'Amplitude Automobile. Amplitude Automobile, qu'est-ce que c'est? C'est une marque et même trois. Oui, bonjour Pierre, ravi de faire la première avec vous de 100 concessions auto. Amplitude Automobile, c'est 3 concessions du BMW Group. Nous faisons partie d'un groupe de 6 concessions sur l'axe ligérien, présidé par Christian Méry. Donc Dupont SA, présent sur les villes de Montargis et Orléans, et Amplitude Automobile, que je dirige depuis près de 10 ans sur Blois et Tours, plus précisément Chambray-les-Tours, où nous sommes aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, Amplitude, c'est combien de salariés? Nous sommes 100 salariés sur 3 sites, 25 à Blois, 55 sur le site BMW à Chambray-les-Tours, 10 sur le site Mini où nous sommes aujourd'hui, et 10 sur le site BMW Motorrad. En termes de volume de vente, ça représente combien de véhicules dans l'année? C'est 1000 voitures BMW neuves, 430 Mini, 220 motos neuves. Et en occasion, à peu près la même quantité, donc ça fait près de 3000 voitures à clients particuliers. Amplitude, c'est donc 2 sites, c'est Tours et Blois. Est-ce qu'ils ont chacun une spécificité? Il y a effectivement une spécificité qui est historique, puisque à Chambray-les-Tours, nous avons eu la marque i associée à BMW avant Blois. Et à Blois, nous sommes concessionnaires M, alors que nous ne le sommes pas encore à Tours. Nous y serons cette année. Blois est une ville où nous vendons beaucoup de modèles sportifs M. Nous sommes d'ailleurs la première concession de France en termes de volume en véhicules M. Wow. Donc on en tire une certaine fierté grâce aux équipes. Nous organisons des track day tous les ans. Donc nous emmenons nos clients sur circuit. Je pense que c'est important pour ces clients M. Et à Chambray-les-Tours, la marque I, étant donné que Tours est une ville plus importante, plus urbaine. C'est une ville plus électrique, Tours. Voilà, exactement. Donc on a été I, Blois également I maintenant, puisque toutes les concessions de France ont désormais la possibilité de commercialiser des véhicules I. Et alors, il n'y a que 70 km finalement entre Tours et Blois, mais ça justifiait d'avoir 2 concessions. Un Blaisois achète à Blois et un Tourangeau à Tours. C'est pour le service également, il y a une proximité qui est très importante en automobile. Chez Amplitude, que ce soit à Tours ou à Blois, on y vient pourquoi? On y vient pour nos marques, puisque nous avons la chance de représenter des marques fortes, à forte identité. Donc les clients viennent pour nos beaux produits, mais pas seulement, puisque la différence se fait aussi par les relations avec nos collaborateurs, l'humain. Moi, j'insiste beaucoup pour qu'il y ait un réel échange, que ce soit à l'après-vente, pour écouter le besoin du client, le satisfaire, lui apporter une mobilité permanente. Ça, c'est très important en automobile. Et au niveau commercial, c'est que tu vas avoir une écoute, permettre au client d'avoir un réel plaisir au volant de sa voiture. Et pour cela, il faut qu'il l'ait bien choisi, qu'on ait écouté ses besoins et qu'il n'y ait pas de déception par la suite. Et alors Motorrad, c'est à Tours. Et on pourrait imaginer prochainement avoir un Motorrad à Blois? Nous avions historiquement un Motorrad à Blois, puisque en 2010, Amplitude Automobile était concessionnaire à Blois et pas encore à Tours. Nous avons repris Tours par la suite. Et en fait, c'était un petit peu l'effet inverse. BMW Motorrad nous a demandé de nous rassembler sur un seul site à Tours pour permettre d'avoir une meilleure représentativité de la marque, un grand showroom qui expose l'ensemble des modèles et aussi une expertise technique de nos collaborateurs, puisque les motos sont de plus en plus pointues et le potentiel de Blois étant beaucoup plus limité, nous avons préféré concentrer nos forces sur Tours et la clientèle n'est pas la même qu'à l'automobile. Nos clients Motorrad sont des clients de loisirs, donc qui veulent surtout leur moto pour se balader, très peu l'utilisent au quotidien. Et alors justement, si vous le permettez Bruno, Benjamin, notre envoyé spécial, est parti à la rencontre de votre équipe et je crois qu'il est avec Thomas, Product Genius BMW, c'est ça? Très bien. Ben, c'est à toi.
Oui Pierre, je retrouve Thomas à l'espace livraison. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors décrivez-nous un petit peu votre mission ici à la concession. Alors moi, en tant que Product Genius, je suis là pour accompagner le client dans sa démarche d'achat d'un nouveau véhicule. Dans un premier temps, sur la recherche, que ce soit du véhicule, de la motorisation et des finitions et des options. Dans un second temps, on va pouvoir passer sur la phase essai, découverte du produit. Et à la fin, directement, une fois qu'ils ont signé le bon de commande, la phase livraison. Si je comprends bien, ce n'est pas vous qui vendez la voiture. Non, je ne suis pas du tout là pour vendre une voiture, je suis là pour faire vivre une expérience BMW au client et pour l'accompagner dans l'achat de sa voiture. Et donc là, on est dans l'espace livraison. Oui. Quelle voiture va être livrée là? Un X2. Alors là, c'est la finition M Sport. D'accord. Donc elle a les intérieurs en alcantara tissu, avec le grand écran GPS, affichage tête haute, avec régulateur de vitesse, la commande vocale connectée. Puis là, du coup, avec le grand écran, on va avoir tout un tas de services BMW. Et donc extérieurement, on a un pack M. Pack M Sport, donc beaucoup plus agressif aujourd'hui dans la ligne par rapport à la version Lounge. C'est vraiment la version coupée du X1 aujourd'hui. Merci Thomas de nous avoir éclairé. Pierre, je te rends l'antenne. Product Genius, on se prend un peu chez Apple, non? Oui Pierre, mais vu le contenu technologique de nos voitures, c'est important de dissocier la technologie et la partie commerciale. Et nous avons d'ailleurs chez Mini également Julie comme Product Genius Mini. Allez, cap sur une destination surprise choisie par Bruno et on se retrouve juste après sur le plateau avec nos invités. Putain, ouais, c'est vrai que ça fait du bruit. J'avais zappé cette affaire. Bon Bruno, pourquoi est-ce qu'on est dans une 2002 TI? Raconte-moi. Bah, c'est ma voiture. D'accord? C'est ma voiture que j'ai déjà depuis un peu plus de 20 ans. Ouais. Ma première BMW. Ouais. Donc c'est toute une histoire. Je l'ai achetée pour me faire plaisir à ce moment-là. Et puis on a participé à 2 Monte Carlo historiques avec mon père. D'accord. Et donc c'est une voiture que j'ai découvert puisque je faisais partie des petites bombes de l'époque et C'est ça. abordable. Et alors pour le coup, la Touraine, est-ce que c'est un terreau vraiment BMW? C'est une marque qui est très implantée puisque toi tu es entre Tours et Blois. Je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs dans le coin, tu m'as dit qu'on allait en voir un. Mais tu m'as pas dit exactement qui c'était. C'est un client. Ouais. C'est une personne, un personnage de la région Ouais. qui sait en parler, quelqu'un qui connaît très bien les châteaux, qui Ouais. travaille très souvent. L'intérêt de la personne qu'on va rencontrer aussi, c'est qu'elle s'inscrit par sa fonction et par son métier, sa passion on pourrait dire, dans un anniversaire que tout le monde dans la région va célébrer cette année. C'est lequel? Oui, c'était vraiment l'année en 2019 de venir en Val-de-Loire puisqu'on va fêter les 500 ans de Léonard de Vinci. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons à Amboise, Ouais. où a vécu Léonard de Léonard. Vinci dans la fin de sa vie. Alors nous voilà dans Amboise. Ouais, elle a le bon gabarit hein, pour ce genre de villes anciennes. Parce que c'est quand même assez tricky. On serait en série 8, à mon avis, on serait plus embêtés. Donc nous y voilà, le Clos Lucé. Voilà, tout à fait, à l'auberge du Clos Lucé, Ouais. chez Sieur Sauzin. Allons voir. Et t'avais raison, ça valait le coup. On n'a pas beaucoup roulé, mais ça valait le coup quand même de faire le voyage. C'est le Magnifique parc comme du, végétation, ça. du parc du Clos Lucé, caractéristique par l'exposition des œuvres de Léonard Ouais. et puis également une magnifique verdure, des très vieux arbres. Puis en plus, t'as 2002 là, et en bonne compagnie, elle a retrouvé des copines. Voilà, on va pas s'ennuyer. C'est clair. Alors, Allons voir. Pardon. Bonjour messieurs, dames. bonjour Stéphane. Messieurs, soyez les bienvenus. Enchanté bienvenue. Stéphane, merci, Merci. de nous accueillir. C'est magnifique. Alors où sommes-nous? Alors, nous sommes au sein de l'auberge du Prieuré, Ouais. dans le parc du Clos Lucé. Le Clos Lucé étant la dernière demeure où Léonard de Vinci a passé ses dernières années. Vous nous faites visiter? Alors ça, c'est par ici. Merci. Magnifique. Alors ça, le voyez, justement, cette auberge de reconstitution historique, la Renaissance. Alors Stéphane, pardon, Sieur Sauzin, pourquoi l'existence de ce restaurant moderne, entre guillemets, aujourd'hui? Alors,
C'est vrai que la modernité de cette auberge de reconstitution de la Renaissance est de mettre en valeur le fait, comme au jour d'aujourd'hui, eh bien qu'on va côtoyer toutes sortes d'herbes fraîches et d'épices. Les épices qui sont issues du latin « espèce ». Là, c'est pour mettre en valeur auprès de ces hôtes qu'on veut les soigner ou les flatter. Les herbes, eh bien, comme au jour d'aujourd'hui, c'est pour mettre en valeur le fait que la Renaissance veut que l'on se nourrisse de façon saine. Et oui, on nourrit et le corps et l'esprit. Et si vous le voulez, eh bien aujourd'hui, allons réaliser une recette des plus simples, celle que tout le monde pourra réaliser demain. Avec grand plaisir. Le flan vert ou aux herbes fraîches. Ah ben on vous suit en cuisine, allons-y. Sur Sauzin, j'ai une question peut-être triviale. J'avais la conviction qu'à cette période de notre histoire, il n'y avait pas encore ou pas déjà de couteau sur les tables. Il est vrai que le couteau est réservé à l'élite, puisqu'il est très coûteux. Mais il y a moult apparitions de couverts, la fourchette par exemple, et la cuillère maintenant est utilisée communément. Allez, tous en cuisine. Ça me donne faim. Qu'est-ce qu'on mange, Stéphane, alors? Eh bien aujourd'hui Bruno, on va justement préparer le flan vert. Là donc des œufs, qu'on va casser ici là. Voilà, ces œufs on va les battre un peu. Ici on va disposer maintenant de la crème. Là ici toutes les herbes du jardin ou le courtil renaissant. Ici là la coriandre, la menthe, le cerfeuil, l'aneth, la muscade. Là, l'épice des plus intéressantes. Il faut savoir qu'en période de la Renaissance, l'on peut troquer justement une noix de muscade contre un cheval. Un cheval, carrément. Oui, là, et on connaît l'importance du cheval en période. Surtout avec Bruno, parce que c'est aussi la raison. Il y a les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, 1519, mais il y a aussi une réalité, c'est que Stéphane, indépendamment de cette passion culinaire, il y a une autre passion, qui est celle des BMW. Donc, tu es client historique, moderne. Oui, j'ai la grande chance. Ma monture est une 323i bord, une série 3 donc et de 1980. D'accord. Et pour les modernes? C'est une série 5, mais on a eu la grâce de conduire série 6 ou X5. Ah oui, toutes les années, donc c'est une longue histoire en fait. Exactement, une longue histoire. Donc là, l'appareil est prêt. Il ne nous reste plus qu'à mouler justement cet appareil. Combien de temps au four? Alors on va le disposer au sein du four à 180 degrés et pendant 20 minutes. Bon, j'ai hâte. Jeanne Garda, ça sent bon. Flan vert aux herbes fraîches. Merci. Merci. On fait quoi? Ça va râler, je pense qu'ils nous attendent. On va peut-être pas. On va le manger? Oui, on va pas le Pierre laisser nous comme en voudra ça. pas, on va le goûter quand même. Pas grave, ils attendront au plateau. Oui, je pense. Allez. Bruno, après-midi, nous sommes toujours à Tours, au cœur cette fois de la concession BMW où nous accueillons ceux qui vont nous accompagner tout au long de l'émission, à commencer par ceux que vous avez tenu à avoir auprès de vous. En premier lieu, Michel Loreille. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes président de la branche véhicule historique du CNPA, Conseil national des professionnels de l'automobile. Exact. Michel est accompagné de Thierry Oxenbein. Bonjour. Chef des ventes, Amplitude Automobile à Tours. Tout à fait. Enfin, mes acolytes de 100 concessions auto que vous allez retrouver régulièrement dans l'émission. Fred Lardenois, directeur de la rédaction du magazine Option Auto. Bonjour. Et Jean-Baptiste Chrétien, que tout le PAF va nous envier. Bienvenue JB. Bruno, c'est suffisamment rare pour être souligné, mais chez Amplitude, vous restaurez des anciennes, la preuve avec cette E30, juste derrière vous, que vous avez intégralement construite. Oui, Pierre, en fait, l'histoire a commencé avec cette magnifique M3 que j'ai trouvée un petit peu par hasard chez BMW France à Strasbourg, dans le magasin de pièces détachées. J'étais en réunion et elle était sur le parking abandonnée. Et donc j'ai voulu me renseigner pour la récupérer. Et donc ils me l'ont confiée en ouvrant un ordre de réparation. Donc c'est une voiture fabuleuse. Donc c'est une mécanique d'M3 traditionnelle, non préparée, avec un châssis ProDrive numéroté qui servait de mulet. Et avec un palmarès incroyable. Ça, je pense que JB peut nous en parler. Ouais. Celle-là, précisément, est 2 fois championne de France 80-90 avec François Chatriot. Bernard Béguin a gagné le Tour de Corse. C'est un châssis ultra équilibré, hyper facile. Tous les pilotes s'éclataient avec cette voiture. Arrive à Tannen, elle a piloté au 1000 lacs. C'est une voiture qui est restée aujourd'hui, qui est mythique. Et tout le monde se bat même pour l'avoir en VHC parce qu'elle est hyper facile et géniale. C'est une BMW. Vous avez monté une association du coup, Bruno, expliquez-nous. Nous l'avons remise en route puisqu'elle n'avait pas tourné depuis 15 ans. Donc j'ai vu mes équipes prendre plaisir à la restaurer, les yeux briller. Je
je me souviens de la première vidéo qu'ils m'ont envoyée lorsque le moteur s'est mis à tourner pour la première fois chez nous. Parce qu'elle ne tournait pas du tout quand vous l'avez récupérée? Non, on l'a récupérée sur plateau. Et donc on l'a remise en route progressivement. Et elle sort tous les ans au Chinon classique. Et cette voiture, en fait, m'a donné envie de continuer sur d'autres modèles. Donc moi j'ai la 2002 qu'on a vue tout à l'heure, donc elle a été restaurée par mes équipes, aussi bien en mécanique qu'en carrosserie. Et le but en fait c'était d'acquérir des véhicules que n'importe quel collaborateur de la concession qui le souhaite puisse y travailler en adhérant à cette association. Donc le but c'est de partager la même passion et de promouvoir aussi Amplitude Automobile et notre savoir-faire et notre amour des véhicules anciens. Des belles mécaniques. Voilà. Le but ultime, c'est aussi d'engager ces voitures, je suppose, sur des rallyes historiques. Et là, je me tourne vers Michel, qui organise notamment le Chinon classique. Oui. Et alors, Michel, c'est quand même pas très très courant des concessionnaires qui, comme ça, lancent des départements classiques. C'est nouveau, mais d'un autre côté, ce qui m'a plu, le partenariat avec Amplitude, c'est que c'était une équipe entière qui venait. C'est-à-dire qu'au-delà d'un simple sponsor, c'est toute une équipe et qui amène une ambiance, qui accueille ses clients, qui accueille ses collaborateurs, qui accueille beaucoup de monde, qui accueille le club BMW, que ce soit moto ou voiture. Et ça, pour un organisateur comme moi d'événementiel, c'est le paradis. Parce que, bon, c'est bien le sponsoring, mais l'ambiance, c'est beaucoup mieux. Et là, c'est l'idéal. Parce que ça fait, vous, plus de 40 ans que vous organisez des événements. Oui. L'engouement pour ce type d'événement, il est grandissant? Il est grandissant. Moi, je vais vous donner un exemple simple. Quand j'ai commencé à courir en VHC, à l'époque, on disait VEC, on était 60 licenciés en France. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de le dire, la FFSA vit beaucoup sur la voiture ancienne parce qu'entre les régularités, les courses historiques, et puis la pauvreté de certains plateaux, il ne faut pas avoir peur de le dire. Aujourd'hui, c'est la voiture historique qui a pris la place. À côté de ça, il y a un changement. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à courir, on était sur des voitures des années 50. Et là, il y a toute une nouvelle génération de voitures. Cette BMW en est le meilleur exemple. Et on voit arriver sur des manifestations comme les Grandes Heures de Montlhéry, des plateaux de production que j'ai connus moi, quand j'organisais de l'historique, étaient les plateaux modernes. Ouais. Et c'est des voitures qui sont intéressantes parce qu'il y a une bagarre, c'est différent. Thierry, vous bossez chez BMW depuis plus de 30 ans, si je ne dis pas de bêtises, vous connaissez bien les produits de la maison. Est-ce qu'à la maison mère, on n'a pas un peu tardé à prendre la mesure du phénomène classique? Alors BMW est présent depuis très longtemps en classique. C'est peu connu du grand public, mais il existe un département classique à Munich, dans l'ancienne usine historique. Donc c'est un clin d'œil en plus à ce département. Et son premier rôle était de restaurer les voitures du musée BMW, puisqu'il y a un très beau musée à Munich, et de les entretenir. Et depuis une dizaine d'années, les clients ont également la possibilité d'avoir cette prestation, d'amener leur voiture et de faire un projet de restauration globale. Alors après, ça nous manque un petit peu dans les réseaux d'avoir cette prestation, de la possibilité de cette prestation auprès de nos clients. Il y a un projet à l'étude actuellement, et à Amplitude, on a voulu devancer un petit peu cette partie-là avant d'avoir ce panneau classique dans les prochaines années, en créant, comme le disait Bruno, cette association. Et donc on a déjà le plaisir depuis quelques mois de partager cette passion avec tous les collaborateurs. Vous vous organisez comment, justement ? Alors on planifie des journées de travail à 2 à 3 collaborateurs. On se met d'accord sur un samedi souvent, puisque c'est le jour où tout le monde est disponible. Et en fait, à tour de rôle, les équipes changent. La compétence de chacun est importante. L'intérêt aussi de ceux par exemple, qui ne sont pas à faire en mécanique, c'est d'apprendre en même temps et de participer pour pouvoir savoir faire peut-être sur la prochaine restauration. Et c'est ça qui est important, c'est que chacun puisse se transférer comme ça des compétences. Ce que j'apprécie, c'est de voir des collaborateurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui ne sont pas dans les mêmes services, à arriver à partager la même passion. Et le plus intéressant, c'est de voir à terme, par exemple, un Thierry repeindre la 2002 orange dans la cabine de peinture et que le peintre, notre Anthony, le peintre, puisse être le trésorier de l'association, par exemple, et gérer la partie administrative, ce qui n'est pas son quotidien. Et que chacun apprenne ensemble autour de la vieille voiture. L'esprit d'équipe autour d'un projet
passionnel en fait. Donc, Voilà, exactement. Vous ciblez quel type de génération? Alors pour le moment, on est plutôt sur des voitures des années 70. Bon, déjà, on arrive à trouver des pièces assez facilement. Elles sont assez fiables pour rouler après avec. Et puis, on s'identifie parce qu'on a souvent roulé dans une de ces autos-là jeunes où on les a tout au moins vues rouler. Donc, puis on reste sur du BMW Mini depuis peu. Oui, c'est ça, Mini. Puisque avec Bruno, nous venons d'acquérir 2 Mini MK3. On les a reçus la semaine dernière, donc c'est tout frais. Donc, on a deux beaux projets de restauration. Et tout ça pour, dans quelques temps, aller au Chinon classique, peut-être aller au Mans classique, et de partager du roulage avec les différents membres de l'association. Bon, il est temps de retrouver Benjamin. Il est en compagnie de Lauriane, préparatrice des véhicules neufs. Benjamin, c'est à toi. Oui Pierre, je suis avec Lauriane, préparatrice à BMW Amplitude Tour. Alors en quoi consiste votre métier? Alors mon métier consiste à préparer les véhicules, donc VN ou VO. D'accord. Et on les reçoit par camion et on va jusqu'à la livraison. Concrètement sur cette série 1, oui. Vous intervenez où? Un peu partout. Ok. Par exemple là, le capot est ouvert. Alors le capot est ouvert, je vais mettre du lave-glace. Ok. Je vais nettoyer tous les plastiques du moteur. Ainsi que la carrosserie du moteur. Ensuite, je le referme et je passe à l'intérieur de la voiture. Ok. Alors là, il y a des housses, par exemple. Alors là, je vais enlever toutes les housses. Ensuite, on fait tout ce qui est plastique, intérieur de porte. On fait la carrosserie. Vous faites un nettoyage Karcher, du coup, de la voiture? Oui, c'est ça. On fait Karcher, on met essence et ensuite on l'immatricule. Et vous êtes seule préparatrice ou vous êtes une Non, équipe? on est une équipe de 4 préparatrices sur le planning parce qu'on a un planning livraison à tenir. D'accord. Et on a un préparateur pour les véhicules d'occasion stock. D'accord. Pour les remettre à neuf pour pouvoir faciliter la livraison. Donc après tout ce que vous m'avez dit, vous êtes le dernier maillon de la chaîne qualité BMW, c'est vous qui vérifiez si tout va bien. C'est ça. Ok. C'est exactement ça. Eh ben, merci de m'avoir éclairé, je vous laisse continuer à travailler. C'est gentil, merci. Et Pierre, je te laisse reprendre en plateau. Bruno, un Z4 de première génération à restaurer chez Amplitude, c'est possible, c'est pas trop récent? Un Z3, pourquoi pas? Ouais. Z4, non. Pas encore. Bah justement, en parlant de Z4, voici l'essai de la toute nouvelle version du Roadster bavarois, la version M40i, forte de 340 chevaux. Il fallait bien qu'il y ait un petit grain de sable dans cette première de son concession auto et ce grain de sable, malheureusement, quand il vient de là-haut, on ne peut pas faire grand-chose. Donc vous l'avez compris, la météo n'est pas avec nous, mais ça ne va pas nous empêcher de vous livrer cet essai du BMW Z4, le nouveau Roadster de la gamme BMW, une voiture plaisir. Alors on ne va pas le bouder justement, notre plaisir. Ce que je vous propose, c'est de monter tout de suite à bord. C'est parti! Alors ce Roadster BMW Z4, il perpétue dans la gamme du constructeur allemand la voiture plaisir par excellence. Alors ce Z4, c'est sa 3e génération. La première génération était apparue en 2002. Il y a eu une 2e génération de 2009 à 2016. Et donc aujourd'hui, après quasiment 3 ans d'absence, le Z4 est de retour dans la gamme BMW. Alors pour être très franc, on ne va pas chercher les derniers retranchements, ce n'est pas l'esprit de la voiture. Non, on profite de cette facilité de roulage, de ce confort, parce que ça, c'est assez surprenant dans ce Z4M. On est vraiment, alors pas choyé, mais en tout cas, on est préservé du relief de la route et ça, c'est vraiment très sympa. Autre bonne nouvelle, c'est l'isolation de la capote. Alors aujourd'hui, il ne fait pas très beau, donc on a plutôt tendance à rouler capote fermée que déployée. Sincèrement, avec ces 4 couches, cette capote qui est apparue également sur la série 8, on est vraiment préservé des bruits extérieurs. Ça tient la route, si vous me permettez l'expression. L'autre point qui tient la route, c'est le traitement de l'habitacle de ce Roadster Z4. Comme à son habitude, le constructeur allemand soigne la finition, les ajustements et la qualité et le mariage des matériaux employés. Bref, l'invitation à prendre la route n'est pas feinte. Alors évidemment, côté conduite, il y a plusieurs façons d'envisager la route. On peut se laisser guider, se laisser bercer. Vous avez d'ailleurs pour ça un mode éco. Vous avez le mode standard, le mode confort. Et puis si vous voulez un petit peu vous faire plaisir, il y a la touche magique, la touche sport. Et là,
tout de suite, vous allez comprendre, on change d'univers. Écoutez. Voilà. Ah, ça chante, hein? Ça chante. Allez, hop, rétrogradage. C'est quand même vachement sympa. Et ce qui est surtout bien fait de ce point de vue-là chez BMW, c'est que on profite de la sonorité de l'échappement, mais ce n'est pas envahissant, ça casse pas la tête. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et ça rentre encore une fois dans ce concept global de la voiture plaisir que représente ce Roadster Z4 BMW. Un plaisir qui se menait au prix fort puisque les tarifs évoluent de 48 650 € pour le 2 litres de 197 chevaux à plus de 77 000 € pour la version First Edition du M40i. Et oui, ça se mérite. De retour sur le plateau de Sans Concession Auto, nous accueillons un nouvel invité, un autre Bruno. Bruno Charles, vous êtes responsable du magazine Tour Automoto. Bienvenue. Merci, bonjour. Bruno, en 2 mots, il y a donc de la place pour des médias locaux spécialisés auto et moto. Exactement, Tour fait partie d'un dispositif d'une vingtaine de publications sur une grande région centre et centre-ouest, avec un contenu à la fois éditorial, auto et moto national, mais aussi et surtout, c'est ce qui fait l'ADN de nos magazines et leur pertinence, d'un contenu local avec des vraies histoires à raconter de passionnés, comme chez Amplitude Automobile. Et ça représente à peu près quoi en audience? En audience aujourd'hui, sur l'édition particulièrement de Tours, c'est 20 000 exemplaires avec un réseau de 400-450 points de dépôt, plus des rassemblements automobiles et motos, notamment chez Non Classique. C'est un partenaire privilégié finalement pour vous. Oui, nous on n'a pas hésité quand Bruno est venu me présenter son journal. Ça correspond avec ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux, des histoires à raconter, ce qui se passe en concession. Donc effectivement, il n'y a pas uniquement des essais comme là, on a la nouvelle série 3 qui est présentée, mais aussi ce qui se passe en concession. Et comme on a plein d'histoires à raconter, c'est pour nous une aubaine et un complément de la concurrence des réseaux sociaux type Facebook, puisqu'on retrouve des petites brèves propres à Amplitude Automobile. Et c'est ce que veulent lire nos lecteurs en fait. Nos lecteurs sont friands de ce genre de choses. C'est l'histoire du coin au bon moment, quoi. Oui, c'est ça. L'actualité nationale, c'est pas notre métier premier. Et il y a plein de supports qui s'en chargent et qui le font très très bien. L'info de proximité. Exactement. Bon allez, c'est parti. On passe à l'actu de ces dernières semaines. Infiniti se retire début 2020 des marchés d'Europe de l'Ouest, se concentrant désormais sur les États-Unis et la Chine. Bruno, justement, est-ce que ce n'est pas un mauvais signe pour l'industrie auto? Une marque qui disparaît de l'Europe, c'est jamais une bonne nouvelle. Après, finalement, c'est tout sauf une surprise. Le volume des ventes d'Infiniti était plus que marginal. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de réseau non plus, non? Il n'y a pas de réseau, effectivement. Le réseau de distribution, aujourd'hui, il est quasi inexistant. Donc, si on n'a pas d'outils pour vendre les autos, finalement, ça devient compliqué. Impossible. Au dernier salon de Genève, Peugeot a présenté un concept de 508 ultra affûté, hybride rechargeable. La marque Olion a d'ores et déjà annoncé la commercialisation de ce modèle vers la fin 2020. Fred, pourquoi faire à ton avis? Cocorico déjà. Pour une fois, enfin, que depuis 30 ans, on puisse annoncer des puissances dépassant ne serait-ce que 250 chevaux sur une française, je trouve ça miraculeux. Parce que là, on annonce en effet 400 chevaux. On attend 400 C'est chevaux jamais cumulés. arrivé. C'est jamais arrivé, pardon. C'est jamais arrivé sur une voiture de série. Là, typiquement, on a une hybridation complète. On a un moteur thermique 1,6 litre de 225 chevaux, accouplé à des moteurs électriques. Donc la puissance cumulée sera à peu près de 400 chevaux. Ce qui est important, indépendamment de la forme, de l'initiative, on pourrait supposer encore hurler au concept car, à l'énième concept car, sauf qu'on a l'assurance qu'elle sera en vente en 2020. Moi je dis que pour venir un peu chatouiller du MPerf, il fallait peut-être qu'un Français se secoue, donc peut-être que ce sera Peugeot Sport. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour la France en général, parce que c'est vrai que, comme le disait parfaitement Fred, on n'avait jamais dépassé 250 chevaux quasiment. C'est-à-dire que l'hybridation permet justement à Peugeot de venir attaquer les premiums allemands sans avoir à créer de gros matériel. Oui. Le calcul aujourd'hui des taux de malus, des émissions de CO2, tant qu'on ne passe pas aux nouvelles normes définitivement WLTP, fait qu'une hybridation va rejeter moins de 80 grammes et donc pas de malus. Là où nécessairement, pour ne parler que de BM, une MPerf ou un 6 cylindres en ligne, fut-il de 3 litres de cylindrée seulement, aura nécessairement des émissions de CO2 qui vont la pénaliser face à la concurrence. Ils sont déjà plus de 20 000 à avoir versé un acompte de 2 500 € pour la Taycan, premier véhicule 100% électrique proposé par Porsche. Jean-Baptiste, justement, c'est pas dingue ça qu'on mette... Voilà, il y a des gens qui se déclarent intéressés sur une voiture qu'on ne connaît pas et qui sera d'ailleurs présentée en septembre à Francfort. C'est à la fois dingue et pas dingue.
C'est dingue parce qu'effectivement 25 000 c'est absolument énorme. En fait, j'ai l'impression que Porsche a fait un super buzz sur son proto électrique. Mission E. Il y a 2 ans. Mission E. C'est vrai que cette voiture a quelque part lancé en fait Porsche sur le marché de l'électrique. Et tout le monde s'est dit, c'est vrai qu'elle était très très bien designée, elle était magnifique. Et donc peut-être que le Taycan bénéficie de cela. C'est possible. Il y a une deuxième chose, c'est que c'est comme BMW, comme les Allemands en général, ce sont des constructeurs qui ne savent pas faire de mauvaises voitures. Donc ça, je pense que le public le sait très bien. Il faut savoir que Porsche aussi, systématiquement, teste ses voitures en compétition, toujours avant de les jeter sur la route. Ils ont toujours fait ça, toujours c'est dans leur ADN. Depuis 49 et les 24 heures du Mans, ils n'en ont pas raté une édition. Aujourd'hui, il faut savoir que les pilotes Porsche usine liment le bitume avec des formules électriques qui seront dans le championnat électrique l'année prochaine. Donc, je pense que toute cette animation en fait, autour de l'électrique chez Porsche fait que cette voiture a du succès. Moi, je trouve que c'est de toute façon une bonne initiative. Ça ne va jamais venir entacher, comme ce serait par exemple le cas, à toute proportion gardée chez Smart, dont on sait qu'ils arrêtent le thermique pour l'électrique. Chez Porsche, il y aura toujours des RS. L'honneur est sauf. Koenigsegg, Gesco, Bugatti, voiture noire, Ferrari F8 Tributo, les nouvelles Peugeot 208, Renault Clio. Bruno, il était comment le Salon de Genève cette année? Je dirais, je le qualifierais avec trois appellations. L'ouverture, la passion et quand même interrogation. L'ouverture, c'est l'arrivée des marques russes et chinoises à Genève. La passion, c'est effectivement Bugatti, Ferrari, toutes les supercars qui font briller les yeux. Voilà, pour les véhicules sportifs, c'était un joli truc. Exactement, exactement. Et en plus, ça passait de la nouvelle 208 à la Bugatti, je crois que c'est 11 millions d'euros. Hors taxe. Hors taxe, exact. Donc voilà, le delta, il est très important. Et puis, l'interrogation, c'est que finalement, il y a aussi des marques qui ont brillé par leur absence. Je pense à Hyundai, Ford, Land Rover, je crois. Et puis globalement, une fréquentation qui est en baisse, un petit peu à l'instar du Mondial de l'Auto de Paris. Fred, un fait marquant sur Genève? Ou une voiture qui t'a marqué? Koenigsegg, plus que la puissance, c'est la vitesse qu'ils espèrent atteindre qui est fabuleuse, plus de 500 km/h. Moi, j'attends de savoir qui va être le manufacturier, qui va oser livrer les pneus, sachant que déjà sur une Veyron, Michelin avait limité volontairement la vitesse à 415, puisque sinon on arrachait tout. Donc 500, il va falloir un brevet de pilote, je pense, pour pouvoir monter là-dedans. Pilote de chasse, oui. De chasse. De chasse. Tu te portes volontaire, non? Pourquoi pas? Bon. Allons-y. Transition toute trouvée, alors que Koenigsegg justement vise les 500 km/h. C'est un autre Suédois, Volvo, qui lui annonce limiter ses véhicules neufs en 2020 à 180 km/h. Michel, vous en pensez quoi? C'est partagé. D'un côté, les routes, aujourd'hui, on ne peut plus jouer comme on jouait il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. On ne peut plus jouer. Et aujourd'hui, le mouvement, et entre autres voitures anciennes, moi je suis un utilisateur de voitures de course, on a quitté les routes et maintenant on n'est plus que sur circuit pratiquement. Moi j'ai des voitures qui sont immatriculées, j'ai même plus les plaques minéralogiques parce que c'est plus la peine, je les mets que sur circuit. Donc je pense que les gens vont aller de plus en plus sur les circuits et on le voit aujourd'hui avec la mode des track days. Il y a une évolution dans le temps, il y en a 2 par an, 3. Aujourd'hui, il y en a un pratiquement, voire 2, 3 par semaine. Donc ça prouve que les gens maintenant ont compris que la vitesse, c'est sur un circuit et plus sur les routes. Je ne suis pas d'accord avec le principe de limiter les voitures. Ça m'aurait étonné, tiens. Parce que, non, mais c'est vrai, ça participe à la lobotomie ambiante. C'est-à-dire qu'on nous met des tirelires tous les 30 mètres sur les routes et autoroutes aujourd'hui. Les tirelires qui ont été pétés par les gilets jaunes au passage. Mais donc ça, c'est déjà très difficile parce que au lieu de nous responsabiliser, de responsabiliser les conducteurs, c'est-à-dire leur apprendre à conduire, les former aussi, voire à piloter, parce qu'après ça peut permettre de mieux conduire. Eh bien, en fait, on utilise des instruments qui sont des instruments artificiels. On limite les voitures, on limite les routes, on limite tout. Et je trouve que c'est quelque part une sorte de déshumanisation. Donc, cela dit, Volvo finalement est assez cohérent par rapport à leur stratégie de communication en termes d'entreprise. Ouais. Mais avec le fameux 0 blessé, 0 mort sur 2020, la route, etc. Oui. Là, on parle que de Volvo. Il y a du marketing peut-être. Finalement, il est historique, donc chez eux, ça le légitime un peu. À côté de ça, on voudra une voiture premium, plus sportive, ou en tout cas plus rapide.
on ira voir ailleurs. Voilà. Pour un sujet qui va te plaire, un peu plus. 480 chevaux, voire 510 en version compétition. C'est ce que développe le 600 lignes biturbo des nouveaux X3M et X4M. Monsieur le Président, je me tourne forcément vers vous. Est-ce que ça ne va pas vous empêcher de vendre des X5M et X6M justement? Déjà en France, nous n'aurons que les versions compétition à 510 chevaux. Et c'est des modèles assez marginaux. Aujourd'hui, on a vendu des X5M, des X6M sur toute une génération, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est compliqué avec la fiscalité. C'est compliqué avec la fiscalité, avec ce qui se passe sur les routes. Et je pense que le X3 et le X4M auront plus de chances de convenir de par leur gabarit. Mais ça ne reste pas, pour moi, des objectifs très importants. La concurrence? Il n'y en a pas beaucoup. GLC 63, qui d'ailleurs lui aussi existe en version neutre, basique ou S, de puissance équivalente à votre version 41 chevaux fiscaux. Et sinon, plus fraîchement, F-Pace chez Jaguar, qui arrive en SVR, qui lui fait un peu plus, et dont je redoute que lui aussi connaisse une carrière assez confidentielle. En parlant de M, on va retrouver une dernière fois Benjamin, qui cette fois est à Blois, avec Alexandre, chef d'atelier. Ben, c'est à toi. Oui Pierre, je suis avec Alexandre, chef d'atelier à Blois. Bonjour Alexandre, alors quel est votre rôle dans la concession? Bonjour Benjamin, mon rôle aujourd'hui c'est d'être manager. On est une équipe à peu près, on est une petite quinzaine ici à la concession Amplitude de Blois, où on y trouve 2 conseillers services, une secrétaire après-vente, 6 techniciens et puis 3 personnes au magasin, dans responsable magasin. D'accord, donc quand un client dépose ici sa voiture pour réparation, comment ça se passe exactement? Eh bien, il est accueilli par les conseillers services qui vont accueillir le client, faire le tour de la voiture, réceptionner le véhicule. Et puis après, on passe dans l'atelier pour y distribuer le travail auprès des techniciens. Alors, une BMW, ça tombe en panne aujourd'hui? Toutes les pannes rencontrées sont résolues par des mises à jour ou des programmations des softs. Typiquement, cette série 5 justement qu'on a là, juste à côté, elle est là pour quoi? Elle est là donc pour un problème de connectivité étendue via le Connected Drive et l'application sur le smartphone qui ne se fait plus avec le véhicule. Eh bien, merci Alexandre pour cet éclairage. Merci Benjamin, merci à vous. Pierre, je te rends l'antenne. Bruno, Fred, avant que vous ne repartiez en balade, juste un petit mot sur Charles Leclerc, un vrai petit phénomène dont on parle beaucoup en ce moment. JB, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense qu'effectivement, c'est une Star is Born, clairement. Ça m'étonnerait que les coups d'éclat du début de saison en fait, disparaissent comme un feu de paille. C'est déjà arrivé. On a déjà annoncé des... C'est déjà arrivé, mais là, on sait tous, tout le monde sait qu'il a la tête bien ancrée sur les épaules. Il est ultra rapide. Il l'a montré à Bahreïn en mettant clairement une fessée à Sébastien Vettel quand même, qui est quadruple champion du monde et qui n'est pas si vieux que ça, il a 32 ou 33 ans. Donc c'est un vent de fraîcheur génial pour la F1. La F1 a vraiment besoin d'un regain d'intérêt, a besoin d'un coup de boost. Mais c'est intéressant de voir qu'effectivement derrière cette F1-là, on a le WRC qui est extraordinaire aujourd'hui, le championnat du monde WRC, le MotoGP aussi. Et donc les sports mécaniques, finalement, là, on a parlé juste avant de tout ce qui se passait sur les routes et on n'arrête pas de nous taper sur les doigts et on ne peut plus rien faire. Mais les sports mécaniques, en fait, vivent un vrai regain d'intérêt. C'est peut-être pour compenser, justement. C'est sans doute pour compenser, effectivement. C'est très possible. Bruno, Fred, après Amboise, direction Mont, en mini cette fois, à la découverte d'un autre savoir-faire local. Allez, à mon tour. À ton tour. Pourquoi tu voulais qu'on prenne une mini, Bruno? Je voulais qu'on prenne une mini puisqu'on se rend chez un autre artisan local qui fait du sur-mesure. Et notamment, il nous a fait l'intérieur d'un Clubman. On a participé au Clubman Contest l'année dernière, qui était une compétition de personnalisation du Clubman en France. C'est quoi, au niveau national? Au niveau national. Et Cyril Minot, donc le sellier qui travaille avec nous aussi pour faire de la réparation et de la personnalisation sur certaines voitures, s'est prêté au jeu et nous a fait un intérieur complet Alcantara cuir. Avec quartier libre ou vous l'aviez aiguillé? En fait, nous on l'avait aiguillé puisqu'on voulait notre Clubman, on est parti sur une base de
JCW d'occasion, avec un esprit Aston Martin dans le cuir marron, un peu club. On a bien figuré puisqu'on a terminé premier au niveau régional. Ah oui, c'est bien figuré ça. Voilà. Et alors donc Cyril Minot, tu dis, donc il est à Mont, c'est ça? Oui. Quel type de sellerie il peut retoucher aujourd'hui? Bon, il travaille sur tout type de véhicules, très anciens en restauration complète, beaucoup aussi sur les capotes des cabriolets. Est-ce qu'un roadster, par exemple, qu'on a vu l'essai du Z4, là, ce serait judicieux d'imaginer que tu pourrais le faire refaire là-bas? Effectivement, nous allons, j'apporte d'ailleurs, c'était aussi pourquoi nous y allons. J'apporte une pièce à Cyril qui m'effectue un petit travail là sur un Z3 qu'on a acheté dernièrement pour l'association, pour que les collaborateurs puissent rouler plus vite dans une belle auto et ne pas attendre la restauration des 2002, puisque je pense que c'est un peu plus long, visiblement. Ça va être hein. un petit peu plus long, oui. On va découvrir ça tout de suite, puisqu'on arrive chez Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Bruno. Merci de nous accueillir. Enchanté. Bonjour Cyril. Ça travaille. Mais ça serait pas une pièce BMW ça? Oui, c'est le siège de notre Z3. Et puis il manquait une pièce, tu vois. Donc, la fameuse pièce dont tu me parlais. D'accord. Voilà, la voici. Ah ça c'est le petit détail, c'est quoi? C'est le passant de ceinture? C'est le passant de ceinture. Donc il était cassé avec l'utilisation. Donc on va simplement le remplacer par une pièce. Ce sera la finition ça. Voilà. C'est vraiment le petit détail. Alors Cyril, racontez-moi du coup. C'est lié, c'est quoi? C'est passion? C'est depuis toujours? C'est quoi votre histoire? Passion automobile, ça a commencé. Après, j'ai fait un bac économique. Je suis parti chez les Compagnons pendant plusieurs années. D'accord. Sorti des Compagnons, j'ai intégré l'industrie, donc chez les équipementiers qui fabriquent déjà les sièges. Voilà. Passé plusieurs années dedans. Et après, j'ai rejoint la maroquinerie pendant quelques années. En aparté, j'ai fait la garde républicaine pendant 1 an. D'accord. Et puis à un moment, j'ai voulu m'installer. Et je suis revenu à Tours. Alors, revenir à Tours, pourquoi? Parce que je suis local de l'étape? Tourangeau. Je suis tourangeau d'origine. D'accord. Les différences de cuir, à quoi ça ressemble? À quoi on les reconnaît? Alors, regarde derrière toi. Ah, alors, le noir. Je commence par celui-là, il y a quoi? Celui-là, je le reconnais. Ah, celui-là, je l'aime bien. Ah, c'est marrant, ceux que j'aime bien, moi. Rockingham, c'était celui-là? C'était celui-là. Ça fait beaucoup plus naturel. Oui, alors là, on est sur un cuir semi-aniline, ciré et légèrement verni, comme on a dit tout à l'heure, pour éviter que la pluie, les taches de pluie, etc. sur le truc. Donc il a été verni exprès, à la demande. Plus tu vas avoir de grains sur la peau, plus ça permet de masquer les défauts de la bête. D'accord. On va schématiser. Oui, en caricaturant, c'est ça. Alors du coup, au niveau du choix, un client arrive à la sellerie Minot. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Enfin, comment il peut choisir? Déjà, je lui ai posé un certain nombre de questions sur sa vie personnelle, parce qu'évidemment, s'il a des petits enfants en bas âge qui vont être amenés à mettre les pieds sur les sièges, on ne va pas l'orienter vers un cuir semi-aniline. Ça va proscrire tout de suite. Donc pas dans le Rockingham, pas d'enfants dans le Rockingham. C'est ça que ça voulait dire. Parce que le semi-aniline, ça on en parle quand même beaucoup, il y a des constructeurs qui en font un peu leur chou gras. C'est quoi exactement le semi-aniline? C'est un gage de qualité? C'est un gage surtout de souplesse de la matière, et c'est des pigments. C'est pas les mêmes pigments de couleur. D'accord. Donc tu vas avoir une main sur la matière qui va être plus noble que sur un cuir qui va être beaucoup plus traité, entre guillemets. Et alors sur la sellerie Minot justement, la typologie vraiment du client actuel, c'est quoi? Ancienne, nouvelle, complète? On va dire c'est 50-50. Parfois, c'est des clients qui viennent avec des demandes spécifiques. Là, j'ai un monsieur qui est venu, il a acheté une DS. Et il adore... Une DS, une vieille DS? Oui, une vieille DS. Une vieille DS. Et il adore les versions qui ont été faites par Chaperon. Donc, il m'a demandé de lui faire l'intérieur que Chaperon faisait à l'époque. D'accord. Et toute cette expertise, ce conseil, il vient quoi? Avec les années, j'imagine? Avec les années. Donc c'est-à-dire qu'on est meilleur sellier aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui meilleur qu'il y a 10 ans? Probablement, et je serai encore meilleur dans 15 ans. D'accord. Et pour l'association, c'est plutôt de bon augure. Voilà, on commence. Les prochaines seront encore plus jolies, effectivement. Cyril, c'est un beau baquet, il y en a quand même pas mal dans l'atelier. En plus, il est très spécifique, hein, c'est quoi? Cuir Alcantara? Celui-là, il est en cuir Alcantara, il a été personnalisé, c'est-à-dire qu'on l'a fait venir en tissu. D'accord. Tissu parce que c'est un baquet de compétition. Et on a fait une personnalisation avec un damier au niveau de l'Alcantara. C'était M4 GTS, il y avait ça, hein?
Il y a moins de mousse sur le MK GTS, je m'en souviens très bien. Merci Cyril, en tout cas c'est une super transition puisqu'en plateau je sais que ça chauffe déjà. On va partir débattre du bien fondé ou non de la transmission intégrale sur la M5. Donc je pense que c'était la note finale idéale. Merci beaucoup. Merci Cyril. Allez on est parti, on se grouille. De retour sur le plateau, nous accueillons un nouvel invité, Benoît Éveillard, chef des ventes Amplitude Automobile à Blois. Je crois savoir que Benoît n'a pas son pareil pour vendre des M, et ça tombe bien, c'est l'objet de notre débat du jour. Messieurs, une M5 qui passe à la transmission intégrale, n'y allons pas par quatre chemins. Évidence ou sacrilège? Benoît? C'est une évidence, Pierre, dans un souci d'élargissement du marché. Motorsport a pensé l'auto avec 3 modes de conduite et transmission surtout intelligente, le 4WD qu'on connaît du coup en 4 roues motrices, la version 4 roues motrices à dominante propulsion, sport, et puis le 2 roues motrices qu'on continue uniquement en DSC off, donc pour amateurs éclairés ou marchands de pneus, mais en tout cas c'est possible. Atmosphérique, boîte méca, maintenant on passe, voilà, il y a un truc quoi chez BMW, là on passe maintenant sur une M5 où on ose. Pourquoi faire? Il manque la boule d'attelage, Benoît, non? Elle est toujours là, la boule d'attelage. Elle existe dorénavant sur les motorsport, sur le M, sur la M5. On peut avoir un attelage tout électrique. Vous pouvez prendre votre bateau et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est compatible. C'est notre couteau suisse aujourd'hui. De 600 chevaux. Elle développe quelle puissance, voilà, justement? Donc 600 chevaux pour la version traditionnelle et 625 pour la PAC compétition. En attendant la CS qui sortira aussi l'année prochaine, qui devrait faire 650 chevaux. D'accord. Alors JB, justement, toi qui as participé plusieurs fois aux 24 heures du Nürburgring sur BMW, je suppose que tu as un avis très très personnel sur la question. Alors, effectivement, de toute façon, les BM sont des voitures ultra équilibrées. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup sur la Schleife, beaucoup aux 24 heures du Nürburgring, parce que ce sont des voitures que j'avais appris ça là-bas, parce qu'en fait, je ne le savais pas. Toutes les M sont équilibrées à 50-50 en termes de centrage des masses. Donc ça, c'est très intéressant, et surtout sur une piste où on décolle des 4 roues, où on a des virages en aveugle, où on doit éviter, on évite beaucoup de voitures, beaucoup d'épaves, parfois il y a des moteurs au milieu de la route aussi, il y a des voitures qui sont coupées en deux. Donc une BM sur la Schleife, c'est plutôt rassurant pour ses pilotes, versus des Porsche par exemple, qui sont déjà plus délicates à piloter sous la pluie, dans le brouillard, la nuit. Donc pour cette expérience BM, je dirais que une 2 roues, c'est déjà très bien, 2 roues motrices. Une 4 roues, finalement, on pourrait croire que je puisse être l'ayatollah de base qui dit non mais c'est n'importe quoi, c'est un sacrilège. Mais ça peut donner en fait une certaine efficacité, comme en WRC par exemple. Ça dépend des différentiels. Je ne sais pas comment c'est. Indépendamment du différentiel, JB, de toute façon, je vous arrête. Une tonne 9 sur piste ou autre, c'est mort. Donc oui, de toute façon, ce sont des voitures. 750 newtons à 1800 tours. C'est des voitures qui. Je parle pas de piste là. En fait. Non, mais de manière générale, évidence. Arrêtons de nous prendre tous pour des pilotes. Déjà, par définition, l'idée, je pense que globalement pour tout le monde, Bruno, tu m'es témoin, c'est de les vendre. Et de les vendre tout le temps. Donc une voiture qui dépasse 600 chevaux en propulsion, qui fait 2 tonnes et qui fait plus de 5 mètres, quand il se met à pleuvoir, quand il y a de la neige, ça se vend pas. Donc, soit on continue à se dire que c'est magique, que BM est un ayatollah, effectivement, plus que toi encore, mais auquel cas elles sont Atmo, elles sont en boîte méca et ce sont des propulsions, auquel cas je m'écrase. À partir du moment où ça a été un V8 biturbo, qu'elle a été dispo avec un attelage, moi j'attends juste un truc, qu'on soit vraiment logique jusqu'au bout et qu'on les sorte en touring, qu'on vienne concurrencer la seule qu'il fasse, savoir la RS6 savante. À un moment, il va falloir que quelqu'un vienne s'exciter là-dessus et qu'on puisse les vendre un peu partout. Parce que si tu veux rouler après sur piste, c'est pas une M5. Ou alors si tu veux vraiment te marrer, tu prends une méca, on l'a vu, une M2 compétition boîte mécanique. Là, il se passe quelque chose. M5, c'est une grosse bagnole, c'est un leitmotiv, c'est une locomotive à tout d'ailleurs, les sens du terme, ça tracte, mais jamais sur piste. C'est clair. Donc 4 roues motrices, point barre. Après qu'on déconnecte ou pas, tu as raison pour l'avoir fait, on l'a fait sur piste aussi. Bon, déconnecté, ça passe pas. Mais c'est le meilleur des deux mondes, ça, finalement, de pouvoir choisir. On peut choisir. Michel, une bavaroise, c'est une propulsion? Par principe. Ah oui, mince. A priori. Par principe, oui. Là, c'est pour moi, là, on est hors sujet. Ah, voilà. Mais bon, c'est comme tout, il faut oser.
c'est ça. Faut oser, mais effectivement, ce ne serait pas un choix, personnellement. Ça ressemble un petit peu au débat qu'il y a eu à l'époque où Porsche a sorti la Carrera 4 sur la 964. Absolument. Et là, tous les ayatollahs ont dit, mais crime de lèse-majesté, c'est n'importe quoi, j'achèterai jamais ça. Et finalement, il y a un vrai marché pour cette voiture. Bien sûr. Je comprends plus sur une berline de 1,9 tonne type BM M5 qu'il puisse y avoir 4 roues motrices. Intellectuellement, je trouve que ça passe plus que sur une Carrera 4. Et passer de la boîte à méca à la boîte à double embrayage, tu pourrais ça? La PDK est tellement efficace que voilà, aujourd'hui les boîtes c'est pas du tout un ayatollah en fait, pas du tout. Non, mais les boîtes robotisées, le truc c'est que voilà, ça, en termes d'efficacité, quand on regarde les chronos, voilà. Après, effectivement, c'est génial de pouvoir piloter des voitures avec des boîtes méca, c'est génial. Mais quand on veut s'attaquer au chrono, c'est plus qu'un confort, c'est une sécurité. C'est-à-dire que voilà, ça devient quand on a les mains sur le volant et quand on doit faire un évitement sous la pluie à 270, voilà. Il faut savoir vivre avec son temps. Fred, justement, une M hybride ou M électrique à l'avenir, c'est possible ou pas? C'est plus que possible, c'est espéré, j'ai envie de dire. On le voit notamment chez Porsche, puisqu'à ce niveau de performance, les concurrents directs, ça reste de la Panamera. On les a vus avec le e-turbo qui délivre des puissances délirantes, qui permettent en plus, c'est vertueux, d'afficher des normes CO2 limitées. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'autos qui dépassent plus de 40 chevaux là en fiscal, donc qui ont en plus droit au supermalus. Donc typiquement, si on peut abaisser virtuellement les rejets de CO2 et en plus gagner en agrément, parce que vous me l'accorderez, c'est quand même très agréable, même avec un V8, un V10 dans un temps ou un V12, de traverser une ville sans bruit en mode électrique. C'est le plaisir qu'il y a d'une i8, c'est qu'effectivement d'avoir des possibilités d'être 100% électrique en ville, dans un silence incroyable, ça c'est un plaisir. Et tu passes en sport en sortant, et là le petit 3 cylindres fait un bruit de V8 et tout le monde est content. Président, je vous laisse trancher, c'est-à-dire un sacrilège ou pas? Pierre, pour moi, une M5, c'est la voiture de tous les jours. Donc, bien évidemment, c'est une évidence qu'elle doit être en X-Drive. Le client doit pouvoir l'utiliser quel que soit le temps, sans se faire peur. Et de toute façon, le mode 4 roues motrices sport est plus rapide sur circuit que le mode 2 roues motrices. Ah, c'est réglé. Avec quel type de pilote? Avec tous les pilotes, et c'est ça qui est magique, JB. Avec les plus mauvais. Donc, tout va bien. Allez, on passe au concours. Ceux qui nous regardent ont la possibilité de jouer au concours sans concession auto. Il va leur falloir découvrir à quoi peut bien servir l'objet que vous avez entre les mains. Je vous laisse le montrer à la caméra. Il va surtout aussi, je précise, falloir trouver le modèle. Tout à fait. À laquelle cette pièce appartient. Ça a l'air très simple comme ça. On ne va pas donner d'indice, mais c'est super pointu en réalité. Il faut presque trouver la finition. On trouve la référence, on sait sur quoi ça monte. Voilà. Ça va sur une BMW. On a mis la barre très haute, mais en même temps, elle est digne des cadeaux que nous vous réservons, à commencer par cette magnifique doudoune Amplitude Automobile. Merci Benoît. Et à une jolie surprise que vous allez découvrir à la fin de l'émission. Président, il est temps de conclure. Le mot de la fin, il est pour vous. Merci Pierre. Déjà, je suis très heureux d'avoir été l'heureux élu pour la première de Sans concession auto. J'invite tous ceux qui ont apprécié l'émission et qui nous ont regardés de venir nous rendre visite à Blois et à Tours afin qu'on leur présente nos marques, mais également notre passion et qu'on partage tout ça directement avec eux. Merci Bruno de nous avoir accueillis. Merci messieurs plaisir, encore une fois. Pour vos commentaires éclairés. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Sans concession auto. Et n'oubliez pas, la pression, c'est dans les pneus. Jeu concours sans concession auto avec notre partenaire Spark. Jouez et tentez de gagner ce modèle réduit en répondant à la question suivante: à quel modèle appartient cette calandre?
Bonne chance à tous.